La salsa, c'est le regroupement de tous les rythmes folkloriques africains. Il n'y a aucune autre bonne musique que la salsa. Du reggae à la salsa, je vais vous donner un secret. Avant les vues et les tendances, il y avait des artistes qui construisaient leur carrière dans les orchestres, dans les concours, sur les scènes. Il faut qu'on fasse tout pour qu'un Béninois succède à Jonas Pedro. Africando. Qui est Africando pour le Béninois? Un homme dont certaines chansons parlent encore à notre société d'aujourd'hui. Ce disque m'a donné le disque d'or. Je pense à un concours Révélation 93. Et c'est en ce moment que j'ai sorti le Jospinto, que je suis revenu avec le Covid. Quelques mois après, j'ai fait une crise d'AVC. On m'a ramassé comme un sac de maïs pour sortir de l'église. Est-ce que vous vous souvenez du premier cachet que vous avez reçu grâce à la musique? On a vidé les lieux. On a quitté l'ORTB, on a quitté le Divi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour beaucoup d'artistes de bien vieillir dans notre contexte? Que ce soit santé, que ce soit l'argent, que ce soit ceci ou cela. C'est les outils du diable. Cotonou Boy Show. Avant les playlists Spotify, avant YouTube, avant TikTok, avant les vues et les tendances, il y avait des artistes qui construisaient leur carrière dans les orchestres, dans les concours, sur les scènes, dans les nuits de Cotonou et surtout dans le cœur des gens. Notre invité aujourd'hui fait partie de ces voix qui ont traversé les générations. Salsero béninois, artiste de scène, témoin d'une époque, bâtisseur d'une carrière sur plusieurs décennies, mais surtout un homme dont certaines chansons parlent encore à notre société d'aujourd'hui, parfois même plus qu'hier quand il les a écrites. Des années 70-80 à aujourd'hui, de l'ex-ORTB à Africando, des classiques comme Simedjito, aux réflexions sur la longévité des artistes. On va parler musique, on va parler mémoire, on va parler transmission, on va parler succès, on va parler de sacrifice et de ce qu'il faut pour durer. Bienvenue sur le Cotonou Boy Show. Oyonambe, Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel Cause I Sleep, Where the Lions Eat. Aujourd'hui, on reçoit une légende, on reçoit Monsieur Jospinto. Mes hommages. Bonjour grand frère. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et parce que vous êtes, quand on regarde votre carrière, une inspiration pour toute la génération d'artistes qui est venue après vous. Une inspiration de par votre longévité et de par le fait que même 20 ans, 30 ans après, il y a des chansons. Quand vous allez sur YouTube, vous voyez les commentaires. Gens disent, oui, j'écoutais ça en 1980 et quelques. Aujourd'hui, qui est encore là en 2026. Et il y a plein de likes dessus, c'est beau. Et c'est super inspirant. Et ma première question, ça va être, quand vous regardez vous-même votre parcours, quand vous regardez tout le chemin parcouru aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments qui vous font dire, ça valait le coup? Ça valait le coup de traverser tout ce qui a été traversé? Je vais simplement dire que tout est d'abord grâce. Tout est grâce parce que la traversée est longue et puis dense. Parce que à un moment de notre vie, nous nous sommes demandé, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de chemin, quoi? On ne s'est pas trompé de chemin. Mais il y a l'Esprit divin qui nous rassure, qui nous calme les nerfs et qui nous dit non. Dieu, l'éternel Dieu, a sa méthodologie. Il a son mode de fonctionnement qui lui est propre, qui lui est particulier. Donc, c'est pour cela que, à des moments de difficulté, à des moments de traversée du désert, on ne craint pas. On ne craint pas parce que on se dit qu'il y a un Dieu, super Dieu, qui veille au grain. Qui veille au grain. On va revenir sur les moments de la traversée. Mais si on doit commencer par le début, même avant la musique, qui était le petit Jospinto avant la musique? Le petit Jospinto avant la musique, c'était le jeune garçon de la famille à la Péniatoébi, la famille qui m'a bercé, qui m'a élevé, qui m'a permis d'avoir ce rudiment-là, ce virus de la musique dans le sang. Ce qui fait que d'abord dans ma cour familiale, la chanson berce les enfants. La chanson est au-devant de toutes choses que nous devions faire. Et que ce soit le moment du couvent, que ce soit le moment du plein air, que ce soit dans des regroupements, des rassemblements, des veillées,
nous sommes toujours là à se familiariser dans les chansons, donc c'est pour cela que, en fait, je dirais que c'est un héritage qui a payé. Oui. C'est un héritage que nous avons su à un moment donné et améliorer, et protéger et valoriser. Oui. Voilà, donc c'est pour cela que nous disons que tout est vraiment, vraiment, vraiment grâce. Ouais. Tout est vraiment grâce et nous remercions l'Éternel de nous avoir donné une part de cette longévité, parce que cette longévité n'a fait que démarrer en réalité. Ça, j'y crois fermement, quoi. J'ai la certitude encore que Dieu a prévu de très grandes choses dans notre parcours que nous sommes en train de développer petit à petit, et certainement qu'on arrivera à bout. Comme on dit, le meilleur reste à venir. Le meilleur absolument reste à venir. Alors, à quoi ressemblait le Bénin dans lequel vous aviez grandi à l'époque? Bon, le Bénin ressemblait à un pays de la sous-région ouest africaine qui se cherchait, qui avait son mot à dire. Voilà, donc nous, on est en ce moment où la musique de la sous-région nous influençait un tout petit peu à partir du Ghana à côté, à partir de la Côte d'Ivoire à côté, à partir du Nigeria surtout. Et donc on était le petit pays à côté qui essayait de tout recevoir. Oui. Donc à un moment donné, nos grands frères, bien avant le polyrythmo, je veux parler de la génération de El Rego et consorts, ont commencé à s'efforcer, à nous donner. Et la chance, c'est que nous avons encore eu un parent à nous, un oncle à nous, de la gendarmerie, de l'orchestre Les Volcans, qui avait ce savoir-faire. C'est un chanteur qui savait faire l'usage de savoir pour les vraies mélodies, les bonnes mélodies africaines. Bon, donc nous avons vu tout ça venir, nous avons grandi dans tout ça. Donc ce qui a fait que très tôt à l'école, nous avons affiché l'ambition, l'envie d'appartenir à cette famille-là, à cette famille de musiciens. Mais sans savoir les conséquences, où est-ce que ça allait mener, là où ça allait mener, quels sont les risques, quels sont tout et tout. Voilà. Donc, on s'est jeté à l'eau comme ça. C'était et puis, juste la passion. C'était juste la passion. On s'est jeté à l'eau avec l'avènement de l'école nouvelle qui a permis la naissance des groupes scolaires où, presque les week-ends, nos collèges étaient souvent bondés de jeunes, de monde et de manifestations pour égayer la jeunesse et tout ça. Donc, alors, on avait cette fièvre-là de nous voir un jour s'afficher et puis être sur un de ces podiums et pouvoir exprimer notre savoir-faire. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et puis, et très tôt, ça a commencé par s'affirmer en nous. Et puis, bon. Oui. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là, les périodes de laquelle vous nous parlez? Non, les périodes dans lesquelles nous parlions, c'était les périodes de 1970 à nos jours. Ça fait, en 1970, j'avais à peine 5 ans. J'avais à peine 5 ans. Vous étiez vraiment baigné dedans, et voilà. Donc, et après, ça a pris, quoi. Donc, les années 70 nous ont vu grandir dans cela. Et nous, dans les années 80, on s'est retrouvés dans les groupes scolaires où on a commencé déjà par se challenger avec... nous appartenant à un collège donné, on devait concurrencer avec d'autres collèges, pour ne pas les citer parce que vous en connaissez beaucoup qui ont fait la pluie le beau temps. Voilà, donc ce qui a valu ce que nous sommes aujourd'hui. Mais quand vous pensez à cette période-là des groupes scolaires, est-ce qu'il y a un morceau que vous aimiez interpréter à cette époque et que vous voudriez partager avec les auditeurs?
Quel était votre morceau préféré dans cette époque-là? Il y en avait tellement. Oui. Il y en avait tellement qu'on a vu défiler, qu'on a aimé. Et le genre musical surtout qui nous a accrochés, qui ne nous lâchait pas, c'est la salsa. C'est la salsa. L'éternel salsa. Ouais. L'éternel salsa où on a vu les papayitos, on a vu les mojitos, on a vu les roberto, on a vu un peu de tout. Un peu de tout, on a entendu un peu de tout. Médicine Papa, il y en a tellement, del Grand Combo, d'Aragon de Cuba, il y en a tellement. Mais justement, cette rencontre avec la salsa, ça c'est quelque chose qui me fascine toujours. Il y a deux musiques qui me fascinent. La salsa et le reggae, ce sont des musiques qui... indétrônables et qui traversent le temps, sont des musiques universelles partout dans le monde. Partout dans le monde. Où vous allez, ces musiques-là, quand on les joue, il y a toujours des communautés autour de ces musiques-là. Tout le reste des musiques peut bouger, mais ces deux musiques-là ne bougent pas. Comment s'est passée votre rencontre avec la salsa? Moi, j'ai dit que moi, j'ai eu un avantage. L'avantage est d'avoir appartenu à une famille de rythmes, de musique, de tradition, et d'un peu de tout. L'autre avantage est que je suis issu d'une famille de mélomanes. Une famille de mélomanes que les week-ends sont saturés et par les musiques. Dans les musiques à côté, il y a l'oncle ou bien le grand frère qui est en train de jouer un disque. Il y a un oncle qui a envoyé un nouveau disque qui est nouvellement sorti de l'autre côté. Et il y a à l'autre côté là-bas quelqu'un qui allait acheter son nouveau disque dans une discothèque. Et c'est comme ça, on se flashait, on se donnait des trucs. Donc on découvrait et on apprenait. Au travers de toutes ces musiques-là. Donc, c'est dit que la salsa, très tôt, nous a embrassés. Parce que nous l'avions aimé. Parce qu'à l'écoute, il n'y avait rien à rejeter. Donc, l'adaptation et la familiarité s'est créée et puis, bon, c'est fini. Donc, en réalité, il n'y avait rien d'autre à écouter. Rien, il n'y a aucune autre bonne musique pour nous que la salsa. Et puis, bon, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dans nos groupes scolaires d'avant et tout ça, on a aussi commencé à prendre l'habitude d'interpréter les morceaux, les trucs, salsa, ainsi de suite. Et après, c'est plus tard que l'avènement des Congolais. Voilà, en Afrique de l'Ouest a pris. Donc, l'Afrique centrale a commencé par nous bombarder de ces musiques, de ces mélodies, de ces belles trucs avec le grand Franco, avec le grand... toute la horde de musiciens congolais qui nous ont aussi bercés dans cette musique-là. Donc, on parlait tantôt du reggae à la salsa. Je vais vous donner un secret. Vous prenez une musique reggae que vous avez envie de transformer en salsa. C'est 1 seconde. Ok. À quel moment ça se passe? Comment c'est vrai, c'est là le secret. C'est 1 seconde. Donc, il suffit d'avoir le rythme de savoir replacer et puis ça s'accroche vite. Et c'est vite fait, c'est parti. Donc, c'est pour cela que un morceau que vous le sortez de la salsa pour l'envoyer en reggae, ça vient s'asseoir tranquille. Et du reggae vers la salsa, c'est pareil. Voilà. Je discutais avec Laurent Roussavi, que nous avons reçu sur cette émission également, qui nous disait que lui, il tente d'expliquer l'affection que l'Africain ou les Africains ont pour la salsa sur les rythmes, que les rythmes sont proches de certains rythmes traditionnels qu'on a et que ça aurait facilité. C'est ça le point commun. D'ailleurs, parce que la salsa, c'est le regroupement de presque tous les rythmes folkloriques africains. Vous avez, c'est comme si c'est le point d'union de toutes ces musiques-là que vous avez dans la salsa. Parce qu'il n'y a aucun folklore africain que vous
vous avez envie de développer. Ouais. Et la salsa dans son mouvement, et vous voulez battre le rythme folklorique dans la salsa, ça passe. Ça passe. Ah, c'est magique, c'est la force de la musique. Ouais, ça passe. Donc, quand vous avez envie de faire même un mix par endroit du folklore africain, de n'importe quel folklore africain, dans la salsa, sortir, revenir à la salsa, ressortir, revenir dans le folklore, c'est un petit jeu. Ok. Bah, ça, c'est intéressant. Bon, ce sont les secrets, on va aller tester pour voir ce que, c'est un petit jeu. Ça donne. Et bah, on va avancer un peu dans le temps. Vous rentrez à l'ex-ORTB comme musicien. Tout à fait, à l'ODV. Racontez-nous ce parcours et ce que représentait cette maison à l'époque qui, d'après ce qu'on dit, ceux qui ont vécu l'époque nous disent que c'était une vraie maison de culture. C'était le carrefour. C'était le lieu de rencontre des grands cadres, des hauts cadres, politiques, culturels et tout, quoi. Ouais. Donc, ce qui fait que l'ORTB, à un moment donné, a compris qu'il fallait permettre aux jeunes artistes, aux jeunes musiciens de développer leur talent en créant une structure de regroupement et d'encadrement pour faciliter la diffusion, la formation et un peu de tout. Ouais. Voilà, donc c'est ainsi qu'il y a eu l'appel à projet. Ok. Des musiciens capables de remplir, de faire le job. Donc l'idée, pour eux, c'était de construire un orchestre de l'ORTB. Okay. Un orchestre de l'ORTB qui allait se substituer, pourquoi pas, à un orchestre national. Voilà, parce que c'est dans la sous-région, il n'y avait que le Bénin qui n'avait pas son orchestre national. Qui n'avait pas son orchestre national. Donc en fait, l'orchestre pour le rythmo faisait office d'orchestre national, quand bien même c'était un orchestre privé, une structure privée. Donc l'État, c'était le moment de la révolution. Donc l'État donnait certains avantages à l'orchestre pour le rythmo de bien se produire pour représenter, mais seulement que n'accompagnait pas forcément avec les moyens qui puissent permettre au Polyrythmo d'être l'orchestre véritablement national et même de la sous-région, vu la qualité de ce qu'il produisait. Bon, bref, donc à l'ORTB, il y a eu un appel à projet qui a été lancé, qui a permis à des jeunes de postuler. Et les tests, c'était pas... Mon frère, c'était pas facile. C'était pas facile. Ah bon, c'était comment le test? C'était c'était quoi les épreuves? Comment le test était constitué? Non, mais le test était constitué d'abord appartenir à un orchestre. Forcément. Déjà de base. Donc, avoir une expérience déjà dans le job avant de venir postuler. Donc, vous venez démontrer vos connaissances théoriques, musicales et vos connaissances pratiques. Ok. Donc, et on vous remercie après pour vous avoir écouté, pour vous avoir vu faire, pour vous avoir... Bon, maintenant, c'est si vous avez la chance d'être qualifié, qu'on vous retient, qu'on vous rappelle. Et puis, l'autre atout, c'est que il fallait être un homme de scène. Déjà, un homme de scène. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'était un concours lancé sur le plan national. Donc, c'était venu de partout dans le pays. Partout dans le pays. Donc, l'audition a été faite par des musiciens qu'on avait appelés pour venir tester vraiment le savoir-faire. C'est comme ça, nous avons eu la chance de rencontrer des grands noms du monde journalistique, du monde culturel, on avait rencontré, dont on entendait parler, dont on parlait, on recevait les échos de leur savoir-faire, de leur nom et puis tout ça. Donc, et c'est plus tard que la délibération s'est effectuée et quand tu te retrouves
dans ce lot-là. Oui. Je dis vraiment, ouf, bravo, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que vous étiez sélectionné? le simple fait qu'on nous prononce vos noms de famille et prénoms à la radio. C'était déjà une grande victoire. C'était déjà une grande victoire. Ouais. Et puis, ça permet, dans le même temps, à la famille d'être fière. D'être fière. Parce que, voilà, de partout, on devrait interroger ton père pour savoir, mais on entend parler d'un Alapini, on entend parler d'un certain ceci ou Sagbo, ceci là. Mais c'est l'enfant de qui? C'est qui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Donc, petit à petit, on finit par découvrir que c'est un garçon de telle famille, effectivement, de tel membre de telle famille, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est la grande joie, la première fierté que nous avons eue dans cette affaire. Et plus tard, bon, même si derrière cela, il n'y avait que comment l'appelle-t-on? Il n'y avait pas les moyens. Oui, il n'y avait que de la reconnaissance. Il n'y avait que de la reconnaissance. Oui. Mais justement, quand vous êtes sélectionné à cette période-là, comment est-ce que vous vous projetez dans le futur? À quoi vous rêvez à ce moment-là? Bon, mais on rêve déjà à appartenir à une famille de grands musiciens. Oui. Et puis de deux, démontrer de quoi on est capable. Oui. Voilà. Et puis par la suite, et puis encore nous, qui étions sélectionnés et qui devions appartenir à l'orchestre de l'ODIVI, qui est l'orchestre de la radio nationale, même nos simples répétitions étaient suite à un communiqué. Ok. Suite à un communiqué. Ok. De rassemblement. Donc de rassemblement. Ok. C'est comme les honorables de députés qu'on invite à... donc vous étiez des stars. Ça, c'était tout le monde savait que vous deviez répéter. Quand vous aviez un show, tout le monde savait que... Tout le monde savait que nous sommes là. Mais justement, il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais ce niveau de notoriété-là, je pense que votre vie a dû changer du jour au lendemain. Est-ce que vous avez senti un changement? Nous avons senti un changement parce que, au moins chez nous, il y a le véhicule de l'ORTB qui vient garer. Ok. Pour nous déplacer quelquefois. Oui. Ou pour nous faire aller, comment l'appelle-t-on, à nos rassemblements quand on avait une prestation à donner, à faire. Donc, on envoie les véhicules, vous cherchez dans les maisons, et en dehors de quelques rares fois, quand on nous demande de nous rassembler, de nous regrouper, à l'intérieur de l'office de la radio, et ainsi de suite. Sinon, on vient nous chercher. Et quand on finit, on vient nous déposer. Voilà, nous avons ces avantages-là. Donc, les regards des gens sur vous ont changé. Et puis, nous avons appris déjà à ne plus être dans la solitude, dans une vie délabrée, dans une vie désordonnée. Non. Okay, on est obligé de faire attention à notre conduite, à notre façon de faire, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, chaque fois, il faut aller prester, il faut être en uniforme. Ok, d'accord. Mais j'ai l'impression que la période révolutionnaire a été une période quand même particulière et, disons, riche pour la culture. Vraiment riche pour la culture, parce que cette période révolutionnaire a permis l'éclosion, le développement de ce que c'est que l'école nouvelle. Et dans l'école nouvelle, il y a tellement eu de bonnes choses. Tellement eu de bonnes choses dans le secteur culturel, dans le secteur agricole, dans le secteur d'éducation et tout ça. Il y a eu plein de trucs qui très avantageux. Parce que, primo, parce que vous êtes de l'école nouvelle, vous avez un atout qui est quoi? En dehors de vos études, on vous prépare déjà à un autre savoir-faire. Donc vous détenez le secret, vous avez. On essaie de développer cela, qui sommeille en vous, peut-être qu'on essaie de développer en vous. Et ça vous donne l'avantage, demain, si
les études ne marchent plus. Oui, Vous accrochez rapidement à autre chose. Ouais. Et ça vous permet d'avoir. Je peux vous dire, dans la classe des grands musiciens, des grands chanteurs béninois qui ont tenu le coup et qui ont su résister à toute intempérie, il y a la grande majorité des formés par l'école nouvelle. Que ce soit au niveau de l'EACE, que ce soit au niveau des collèges, au niveau des coopératives scolaires, au niveau des formations de musique scolaire, tout ça. Il y avait tout. C'est maintenant que c'est revenu. Oui. C'est maintenant que c'est revenu. Et on espère que ça va aller parce que si on avait continué, on ne s'était pas arrêté à un moment donné pour errer, vraiment errer. Non, sincèrement, aujourd'hui, on aurait atteint un niveau de développement culturel et tout ça. Il y a plein d'honorables députés qui ont participé à ça et qui étaient dans la musique, dans des orchestres. Dans des orchestres. Oui. Plein qui sont devenus tout ça. Et je te donne l'exemple de la famille Yawedéou. La famille Yawedéou, quand tu entendais parler de la famille Yawedéou, du papa au petit-fils de la famille, tout le monde est presque musicien. Ok. Tout le monde est presque musicien parce qu'on se croisait dans les collèges. Ils étaient au CSP quelque part, mais ils sont un peu partout. Parce qu'on se croisait toujours dans les concours scolaires avec les Yawedéou et puis tout ça. Oui. Mais sans oublier d'autres, voilà. Oui. Mais est-ce qu'à cette période-là, quel est le regard que les gens portaient sur les artistes? Non, mais c'est des voyous. Ok, quand même. Même s'il y avait toute cette ferveur-là, ça a toujours été... Parce que ce que le colon nous a laissé, nous a inculqué au niveau de la société, c'est aller à l'école pour devenir cadre. Vous allez à l'école, votre avenir est garanti. Il suffit d'aller à l'école. L'essentiel, l'enfant docile, l'enfant considéré dont on doit prendre soin, c'est l'enfant qui se range et régulièrement sur les bancs de l'école et puis prêt à servir l'école, quoi. Voilà. Donc ce sont ces enfants-là, chez ces enfants qu'on comptait en ce moment pour un bon devenir. Voilà. Donc tout le reste après, on s'en fout du reste. Mais si vous n'êtes pas prêt... ça n'a pas trop changé. La mentalité, c'est rouillé. Ça a avancé un peu, mais ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas encore changé. Mais je crois qu'à l'allure où vont les choses, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du premier cachet que vous avez reçu grâce à la musique? Le premier cachet, c'est 16 000 francs. Ok. Et vous avez fait quoi avec les 16 000 francs? C'est le salaire. Ok, vous aviez un salaire à l'époque. Mais comment je t'ai dit? Ok. Ah oui, dans l'orchestre, vous aviez... vous avez fait quoi avec votre premier salaire? Votre premier salaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je sais pas. Sachant que 16 000 francs de l'époque, c'est pas 16 000 francs d'aujourd'hui. Non, c'est pas 16 000 francs d'aujourd'hui, mais ça nous permettait juste de assurer d'avoir quand même l'argent de poche pour les petits besoins. Ok. C'est tout. Sinon, en réalité... non, en plus, à cette époque, tu avais une garantie que à chaque fin de mois, ça tombe. À chaque fin du mois, ça doit pouvoir tomber. Donc... et dans le programme d'action du président, de notre nouveau président, les salaires ont été quelque chose qui a été annoncé et qui a beaucoup fait réagir les artistes. Donc, je pense on va voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Nous aussi, notre génération, on va essayer de goûter à ça pour voir. On le souhaite vivant. C'est ça. Ok. Et à ce moment-là, quand vous recevez vos premiers salaires, vous faites vos premières tournées avec l'orchestre, vous vous dites que je vais vivre de la musique. Vous avez pris votre décision à ce moment-là. Est-ce que vous étiez déjà fixé ou vous disiez, on avance, on voit ce que ça va donner? On était engagé dans l'aventure et notre plaisir, c'est d'appartenir à cet événement, à ce développement. Non,
la fierté de l'heure. Comme tu le sais, l'homme étant un éternel insatisfait, oui. bon, au moins sur la base de cet acquis-là, on peut espérer que demain sera meilleur. Oui. On peut espérer que demain sera meilleur. Bon, même si après ça ne marche plus. Au moins, c'est un acquis. Voilà. Oui, mais dans cette période-là, quel sacrifice, je veux dire, vous avez pu faire que les gens ignorent de votre parcours? Parce que là, vous avez atteint un statut. Les gens se disent de dehors, ah, sa vie a changé, il fait partie de l'orchestre, mais la réalité n'est pas toujours ce que les gens voient et la réalité n'est pas... Vous ne pouvez pas toujours dire la réalité. Mais à ce moment-là, quels sont les sacrifices que vous avez dû consentir pour votre carrière et pour pouvoir vivre votre passion? D'abord, nous qui étions emballés dans les créations, dans les compositions, dans les œuvres musicales, c'est nous qui avions à un moment donné bénéficié. Parce que très tôt, on a compris que il fallait laisser d'empreinte à tout ce qui nous venait comme inspiration, à tout ce que nous pouvons, pour lesquels nous pourrons être utiles. Oui. Donc, on a commencé déjà par travailler les compositions, créer les projets, créer les œuvres mélodiques et tout ça. Ce qui a fait que, quand il y a une opportunité pour la radio, pour une manifestation au niveau de l'État, nous, on se proposait déjà volontaire à travers des œuvres déjà composées. Okay. Pour dire, je donne un exemple. Bon, la prochaine fête de l'indépendance qui aura lieu, nous avons une œuvre à proposer. Oui, à proposer. Nous avons pour la fête nationale qui se célébrait le 30 novembre, nous avons une œuvre à proposer. Vous avez des propositions, vous étiez force de proposition. Des forces de proposition. Et juste quand on a la chance d'être accepté, d'avoir l'accord pour que notre morceau, notre œuvre musicale soit prise en compte, étudiée, analysée, travaillée, on se dit Dieu merci. Donc en fait, c'est nous qui étions devant, qui avions cette chance-là de pouvoir nous exprimer, de trouver un chemin. Donc cette ambition s'est agrandie en nous quand nous avons eu l'opportunité de vider les lieux à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on a vidé les lieux. Okay. On a quitté l'ORTB, on a quitté le Divi pour s'engager dans l'aventure. Pourquoi? Qu'est-ce qui a entraîné parce le que, fait? En fait, on est toujours avec un statut qui ne s'améliore pas, qui ne varie pas, qui ne change pas, qui ne nous permet pas d'espérer que demain sera vraiment meilleur. Nous sommes dit, dès que nous avons eu une opportunité d'être sollicités par un entrepreneur culturel béninois, résident au Niger, nous avons demandé l'avis de quelques-uns parmi nous qui pouvaient quand même répondre à la sollicitation. Et c'est ainsi que on nous a envoyé les moyens, tout, et on est parti. C'est comme ça on est parti d'ici en groupe. Ok. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'est en 1987. Ok. Le contexte politique aussi commençait à devenir difficile, compliqué. Compliqué. Parce qu'il faut dire que nous, on n'était plus au pays quand, comment l'appelle-t-on, la conférence nationale a eu lieu. Non, on n'était plus au pays. Ok. On a quitté. Donc vous êtes allé pour une aventure nigérienne. On est allé pour une aventure nigérienne. Okay. Donc, ce qui nous a permis de découvrir le Niger dans toute sa dimension culturelle. Ok. On est parti d'abord de Zender pour Agadez.
d'Agadez pour Arlit d'Arlit à Ngigimi, de Ngigimi on est venu à Tawa, de Tawa on est venu à Maradi, et puis à Koni, tout ça. Donc vous avez tourné. On a tourné. Mais il faut reconnaître qu'avant de s'engager dans cette aventure, on a commencé déjà par s'installer précisément finalement à Niamey. Oui. On a fini par s'installer à Niamey. Parce que quand on a fini de faire tout ce tour-là, on s'est dit, non, il faut revenir à Niamey, la capitale. Parce que nous avons eu une opportunité à Zender qui nous a rapprochés de Niamey au cours d'un concours national de musique là-bas qu'ils appellent le concours d'Angourmou. Le concours d'Angourmou auquel nous avons participé en 1987 ou 88, si j'ai bonne mémoire. Et c'est comme ça. On a participé à ce concours-là où on a démontré notre savoir-faire. Donc, en tant que Béninois qui débarquait au Niger, groupe de musiciens, comment a été l'accueil? Est-ce que vous avez convaincu dès que vous êtes arrivé? Et il faut reconnaître que le Niger était le pays qui accueillait plus les Béninois en son temps. Parce que sur le plan commercial, le Bénin était, en fait, le Niger était convoité par les Béninois pour la vente la commercialisation des produits. C'était un grand marché pour le Bénin. Donc, surtout aussi pour ceux qui aspiraient à l'éducation. À l'éducation, parce que les premiers enseignants, bons enseignants du Niger d'alors, c'était des Béninois. C'était des Béninois. Comme dans toute la sous-région à l'époque. Comme dans toute la sous-région à l'époque. Donc, quand on y est allé, on s'est vu dans notre milieu où on a accueilli par nos frères. Qui étaient déjà là-bas. Eux, ils étaient complètement dedans. Donc, nous, on est partis avec notre répertoire d'ici, qu'on a amélioré. Et puis, nos frères nous ont accueillis à bras le corps parce qu'ils en manquaient. Ils en souffraient même. Donc, quand ils nous ont vus venir accueillis avec notre disponibilité, avec notre savoir-faire, et ça leur rappelle le pays. Le pays d'antan d'alors, ils se disent, vraiment. Donc, c'était une très belle aventure, le Niger. Une très belle aventure, le Niger. Donc, quand on avait que des contrats. Dès qu'on a fini un contrat d'un mois donné dans un bar, un autre signé, parce que nous sommes demandés. Mais les contrats se passaient comment justement à l'époque? Est-ce que c'était des contrats mensuels, des contrats de résidence dans des endroits? C'est ça? C'est comme ça? Nous, par exemple, le contrat qui nous a permis d'aller au Niger en ce moment, nous a donné la possibilité d'être hébergés. D'être hébergés. D'être salariés. Donc, quand nous avons l'hébergement à disposition, le salaire à disposition, le reste, c'est s'organiser. Et en contrepartie de quoi? En contrepartie, c'est-à-dire disposer d'une bonne musique pour la clientèle qui a envie de se divertir. C'est tout. C'est ça votre mission, amuser. C'est notre mission, amuser. Donner le plaisir. Faire vivre le plaisir à la clientèle qui a envie de venir se divertir chaque soir. Parce que nous, là-bas, en ce moment-là au Niger dont on parle, c'est du lundi au dimanche. Tous les jours, vous jouez. Tous les jours, vous jouez. Non, tous les jours. Et tous les jours, ça yolte. Donc ça, j'imagine que c'était une des premières phases fastes de votre carrière. Est-ce que dans cette période-là, vous avez réussi à garder les pieds sur terre ou vous étiez en groupe? Dans un groupe, tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Les mêmes ambitions. Donc, comment vous étiez? Est-ce que vous avez gardé les pieds sur terre? Est-ce que vous avez vu des collègues perdre pied? Ou bien est-ce que vous-même, vous avez perdu pied? Qu'est-ce qui vous a permis de vous rattraper? Parce que là, ce que vous me dites, c'est que c'était le succès. Les bonnes conditions étaient réunies. Voilà. Donc là, on perd rapidement les pieds, non? La dérive est vite arrivée.
la dérive est vite arrivée. Mais nous, on avait la crainte en Dieu qui était notre boussole. C'est en fait ça qui nous a accompagnés. Parce qu'on est issus chacun d'une famille qui avait la crainte de Dieu. Et comme nous nous sommes retrouvés dans ce engrenage-là, on a vu nos aînés qui nous ont devancés, qui nous ont précédés, qui étaient déjà là-bas, dans un état de délabrement, Ça n'inspirait pas. C'était pas inspirant, c'était pas un bon exemple. Donc la question qu'on se posait, comment est-ce que nous allons pouvoir mener cette vie-là en aventure hors de chez nous, il n'y a pas parents ni famille, et pouvoir résister, sortir de l'eau, tête haute, et rentrer un jour au pays sans problème. Donc chacun a commencé par développer ses ambitions en lui. Donc certains parmi nous ont bénéficié d'une formation musicale encore plus corsée au niveau du centre de formation de perfectionnement de musique, le CFPM d'alors au Niger. Parce qu'il y a une école de formation, il y a eu une école de formation créée au Niger par un projet japonais. Donc, nous, étant donné que nous sommes de la sous-région et puis tout ça, on était ceux qui étaient souvent sollicités pour la mise en œuvre des plans, des plans d'action et un certain nombre de choses. Donc, on était souvent sollicités. C'est dans cet ordre-là que chacun, ceux qui voulaient continuer leur aventure en musique, ont pu se donner un cadre, se donner un niveau plus corsé. Et puis d'autres qui voulaient rester musiciens de rue et simples, sont restés. Chacun a fait ses choix. Chacun a fait ses choix. Donc plus tard, quand nous sommes retournés, parce que c'était pas facile, c'était pas garanti d'avance d'aller et de pouvoir se faire une économie et revenir au pays et surtout prendre la décision de dire maintenant l'aventure ça va. Maintenant, avant de prendre une telle décision, il fallait se poser la question de savoir, mais je rentre pour aller faire quoi? Mais déjà, qu'est-ce qui pousse à prendre cette décision-là? À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on va à l'aventure, il y a l'excitation du début. À quel moment on se dit, là, j'ai fait le tour, il faut que je rentre? Qu'est-ce qui motive une telle décision? Ce qui peut motiver une telle décision, c'est soit le contrat qui vous a mis en place, qui vous permet de vous tenir, de vous maintenir, à commencer par ne plus favoriser la bonne cohabitation. Donc, soit le propriétaire des lieux veut changer les conditions de vie et tout ça, et vous ne vous retrouvez plus dedans. Ainsi de suite. Donc, c'est par exemple des choses qui peuvent à un moment donné... Qui entrent en ligne de changement de décision. Donc, c'est comme ça. Mais nous, Dieu merci, Dieu était avec nous. Nous avons réussi en rentrant à nous doter d'un matériel de musique. On était partis sans instruments de musique. Et au retour, on est revenu avec des instruments de musique. Donc, les instruments de musique, on les avait achetés là-bas. Nous avons eu à un moment donné à convaincre l'audience par notre savoir-faire qui nous a conduit à un partenariat avec un ami blanc, c'est Gérard Philippe, paix à son âme, donc qui nous a doté des instruments. Et parce qu'en fait, lui, il avait un orchestre. Il avait un orchestre là-bas composé de Béninois, Togolais, Nigériens, c'était un mélange. Mais, par contre, chez nous, c'était la majorité des Béninois. Chez nous, c'était que des Béninois. Donc, au point où, à un moment donné, quand il a pris la décision de se séparer de ce groupe-là, il nous avait courtisé et nous, on lui
a dit simplement nos conditions, quoi. Oui. Donc, et plus tard, quand on a commencé à faire chemin ensemble, parce que notre arrivée a permis aux Blancs de savoir que, mais, en fait, il y a des musiciens plus talentueux et moins chers que ceux dont ils disposaient. Donc, à un moment donné, quand il s'est accroché à nous plus tard, il a dit, bon, on peut faire chemin ensemble. Chemin faisant, on s'est dit non. Avec ça, on ne va pas continuer, sinon on risque de s'éterniser ici. Il faut qu'on rentre. Et plus tard, on est rentré. Ok, vous êtes tous rentrés, vous êtes tous revenus? On n'est pas tous revenus. Ok. Parce que parmi ceux qui devaient revenir, et ceux qui ne sont pas revenus, il y avait moi. Moi, je n'étais pas revenu. Vous n'êtes pas revenu dans la première vague. Dans la première vague. Parce que dans la première vague, je faisais partie de ceux-là qui ont opté et se former, se donner un cadre plus professionnel avant de rentrer. Donc, en dehors du CFPM, du Centre de formation de perfectionnement de musique, il y a eu l'école de transit, de formation, de transit en consignation et consorts, à laquelle nous avons adhéré. Donc on a attendu finir la formation, on va prendre les diplômes et tout ça. Et maintenant, pour faire les formations, les stages de formation, on dit, mais il n'y a pas mieux. Le Niger n'a pas la mer, n'a pas un port. Donc, c'est le Bénin qui a un port. Alors que c'est le Bénin que nous devions repartir. Nous sommes partis du Bénin, et on retourne vers le Bénin. Donc, c'est bien donné. Donc, ça tombait bien. Ça tombait bien. Il faut finir et venir faire sa formation ici. Et dans ce moment où moi, je faisais ma formation ici, formation de transit, conscientisation, tout ça, que les autres frères se sont retrouvés à Lomé. Et quand moi, j'ai fini mon stage et tout ça, j'ai fait un tour pour aller les voir. Et plus tard, c'est comme ça que... L'histoire a suivi son cours. Ok. Donc là, vous êtes de retour et je pense que c'est un concours Révélation 93 qui va constituer, je pense, un tournant dans votre carrière solo. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu c'était quoi et cette période-là? Il faut dire de la Côte d'Ivoire, en fait du Niger plutôt, je me suis retrouvé à la descente au Bénin. En Côte d'Ivoire. Ok. Je suis retrouvé en Côte d'Ivoire parce que, à l'occasion du mariage d'un oncle à moi qui est en Côte d'Ivoire, son Excellence Atoyebi Simplicio, j'ai proposé mon savoir-faire pour rehausser l'événement de ce mariage-là, auquel il a adhéré. Alors, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, où j'ai des collègues, des amis qui sont musiciens évidemment, qui étaient là-bas. Et quand on se correspondait, et à mon arrivée à Abidjan, en fait, je suis là, en fait, et puis bon, et mon jeune frère aussi y était, donc lui les connaissait, et on se connaissait, donc on gardait contact. C'est ainsi qu'on s'est entendu pour monter un groupe pour pouvoir... et animer l'événement de mariage et tout ça. Donc après l'événement de mariage comme ça, moi j'ai profité pour sillonner un peu la Côte d'Ivoire en rencontrant les producteurs par-ci, par-là. Mais avant d'aller là-bas à Abidjan, vous savez que c'est un grand marché, Abidjan. Dans le moment. Donc qu'est-ce que je peux gagner là-bas comme marché? C'est partir au moins avec des maquettes. Et les producteurs étant là-bas, donc je pouvais leur proposer mon savoir-faire dans ce sens-là et voir si je pouvais gagner un contrat de production et tout ça. Donc malheureusement, le contrat de production n'a pas donné. Et finalement, je suis revenu au Bercail. C'est quand je suis revenu au Bercail, que j'ai entendu parler de Révélation. En fait, de l'événement Festival Révélation 93. Alors, en venant, les maquettes que j'avais déjà fait en Côte d'Ivoire, je suis revenu avec au Bénin. C'est sur cette maquette-là que j'ai déposé pour le concours.
Alors le jury a estimé que celui-ci, porteur de ces œuvres-là, il est éligible à la délibération. J'étais parmi les lauréats du concours. C'est ainsi que j'ai participé et j'ai bénéficié d'un appui. Et c'est une occasion pour un hommage à un très cher ami qui est resté dans ce combat de 93 au niveau de la Révélation, au niveau du festival Révélation 93. Il nous a froidement quittés. C'est Richmi Tota. Oui. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix, qui était... Parce qu'en ce moment, son frère Eric Tota était était au ministère de la culture et tout ça. Donc on a eu à côtoyer ce monde-là. Donc c'est eux qui ont organisé et tout fait pour que cet événement puisse avoir lieu. Donc au moment de la présentation des lauréats, j'ai séduit le public. Mon savoir-faire a intéressé. Fort de l'expérience accumulée depuis tout ce tour-là. Attention, celui-là, c'est un Béninois, il est ici, il est où, il est quand est-ce qu'il est rentré, et ainsi de suite. Voilà. C'est un atout qui a permis de... Donc, ce festival-là nous a permis, nous les lauréats, de gagner, comment l'appelle-t-on, une distinction. Une distinction et en même temps l'édition d'un album disque. D'un album, voilà. Donc tous les lauréats devaient se figurer, allaient figurer sur une platine ensemble. Donc sur cet album-là, moi j'avais 2 titres et les autres lauréats aussi également avaient 2 titres. Donc c'est déjà une opportunité de sortir de l'eau. Donc ces 2 titres-là ont permis de commencer par prendre goût du public, autrement de pouvoir de me faire entendre. En tant que Jos Pinto. En tant que Jos Pinto. Solo. Artiste solo. Artiste solo. C'était quoi ces titres-là? Ces titres, c'est Wale Blano et puis Tony Sevigbe. Tony Sevigbe et puis Wale Blano. Ce sont ces 2 titres-là qui nous ont permis. Donc, après cela, dans ce même ordre de promotion, de développement artistique, culturel, organisé par le ministère, j'ai encore postulé à une autre édition d'un autre concours organisé par le même ministère. Maintenant, connaissant notre milieu, pour qu'on ne me dise pas, mais lui, mais il était quand même, c'est lui, il était parmi les lauréats la dernière fois. C'est encore lui qui revient encore ici. Non, on ne peut pas. Non, il y a d'autres. Donnons la chance à d'autres. J'ai subtilement, quand j'avais eu quelques difficultés pour refaire mon passeport depuis le Niger, mon papa m'avait permis de faire un certificat d'individualité qui m'a donné la possibilité d'avoir Alapini, Atoyebi, Florence José égal à Atoyebi, Alapini, Florence José. C'est-à-dire Alapini devant ou Atoyebi devant égal à, égal à la même personne. Donc quand j'ai postulé, cette fois-ci je n'ai plus mis Alapini devant, j'ai mis Atoyebi. Et c'est passé. Ok. Oui. Je n'ai plus participé. Mais qui est celui-là? Qui est encore celui-là? Ceux qui étaient un peu vigilants se sont dit, mais la voix la ressemble à la voix de Toyebi Jospin Tola. Hein.
Est-ce que c'est... Non, c'est pas lui. Lui, il s'appelle pas Lapini, quand même. Il s'appelle Atoibi, voilà, justement. Donc, à la délibération, le jour où les lauréats devaient se présenter... Allez. Bon, ça veut dire que c'est la qualité. C'est ça, c'est la qualité qui marche. Qui marche. C'est ça. Donc, évidemment, si je n'avais pas eu le réflexe de jouer à ce petit jeu-là, c'est sûr que je devais être... parce écarté. Que cette décision, c'est une décision de couloir. C'est une décision de couloir où c'est dans le couvent que ça se décide. C'est clair. C'est dans le couvent que ça se décide. Donc, comme j'ai réussi à les dribbler à ma manière... C'était trop tard quand ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que, en fait, c'est lui, c'est la même personne qui revient. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la deuxième vague, encore avec mon nom. Et c'est en ce moment que j'ai sorti le Jos Pinto. Parce que si j'avais sorti le Jos Pinto, et le Jos Pinto qui doit revenir encore pour ce même concours, on dit non, ça ne marchait pas. Donc c'est au deuxième concours que j'ai laissé apparaître Jos Pinto. C'est ça qui m'a permis de bénéficier encore d'une nouvelle édition d'album, de me retrouver sur un album sur lequel j'étais avec la grande sœur Isbat Madou en Côte d'Ivoire là-bas, donc qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc elle était avec Diane Da Silva de Porto-Novo, tout ça, voilà. Donc c'est comme ça que le deuxième album m'a permis d'avoir un album complet. Ok. Ce qui va être votre premier album solo. Premier album solo, au complet, avec tous les titres qu'il faut. C'est comme ça. Donc c'est l'État qui a financé mon premier album avec tous les titres, avec la promotion, avec tout ce qu'il fallait. Et quel a été l'accueil de cet album-là? Ce disque m'a donné le disque d'or. Le Bubedra, effectivement. Avec le disque d'or de la meilleure vente. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2000. L'album est sorti en 2001. Et cette distinction est tombée en 2004 ou 2003. Le disque le plus vendu. Le disque le plus vendu. C'est comme ça que le chemin s'est ouvert. Ça. Et les sollicitations, les prestations, les sollicitations, commençaient les sollicitations, prestations. Donc, même si on n'avait pas l'ambition de faire du professionnalisme artistique, ça s'est imposé. Le chemin est ouvert et s'est imposé à nous. Parce que le marché est disponible. Et qu'est-ce qui change dans votre vie à ce moment-là? Dans ma vie, ce qui change? J'ai la chance que en ce moment déjà, j'avais une activité. J'étais au port. J'étais un transitaire au port. J'avais mon activité et j'avais les sollicitations pêle-mêle à honorer. Donc, ceci m'a permis, sur le plan financier, d'être équilibré pour désormais devenir mon producteur à moi et de toutes les réalisations que j'aurais peut-être organisé ma vie artistique. Et voilà, comme ça. Donc, je n'ai pas attendu une maison de production pour tracer ma vie, pour tracer ma vie artistique et tout ça. Et après celui-là, l'album qui a suivi aussi a cartonné et a honoré, et a servi, et a répondu à l'attente. Donc, ce qui a permis de me dire, je n'ai pas regretté. Les calculs étaient bons. Les calculs étaient bons. Et vous avez compris que c'était pas prévu dans mon plan. J'étais dedans
un pied dedans, un pied dehors. Si l'un ne marche pas, l'autre doit marcher parce que l'autre, c'est une passion. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Mais je me demande même si dans notre environnement et surtout à l'époque, à votre époque, c'était pas ça la meilleure chose. Parce que les artistes qui ont réussi à traverser le temps de votre promotion, je vais dire, la plupart d'entre eux, ceux qui ont pu bien évoluer, c'était ça. Parce que tout miser sur la musique, c'était un pari risqué. C'est un pari risqué Oui. parce que d'année en année, le marché était devenu Ouais. plus serré. Les producteurs ont disparu, se faisaient rares. Ouais. Et petit à petit, le marché s'est complètement assaini. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu peux avoir les plus belles mélodies, les plus belles créations du monde. Si tu n'as pas les moyens pour les valoriser, c'est clair. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Donc, nous qui avions bâti notre devenir sur cette collaboration avec l'État, au début, avions eu cette chance de pouvoir nous maintenir dans le système. Et les distinctions de droite à gauche, par-ci, par-là, nous ont renforcés. Et l'activité dans laquelle on était aussi, le transit dans le port et tout ça, nous permettait d'avoir régulièrement de la liquidité en présence. Ouais. Donc, c'est pour cela que nous avons réussi à traverser le désert. Oui, sereinement. On a réussi à traverser le désert. Si ce n'est pas les difficultés quelquefois de santé, difficultés de ceci, un certain nombre de choses. Mais plus tard, j'ai compris quand même que tout est à base de la force du destin. Tout est à base de la force du destin. Il y a une expression de chez nous qui dit Mahoma Dojitoya. C'est clair. Tu vas beau vouloir le faire. Peu importe ta volonté. Peu importe ta volonté. Ça... Mais si il n'est pas établi dans le plan divin, que tu fasses ce que tu as réellement envie de faire, tu vas errer. Tu vas nager, tu vas naviguer à vue. C'est ça. Donc c'est pourquoi, dans tout ce que nous devrions entreprendre, prions toujours pour qu'il y ait la main divine dessus. Ça. Toujours qu'il y ait la main divine là-dedans. Si la main divine est là-dedans, ça va marcher. Ça va marcher. Ça. Merci beaucoup pour ces mots pleins de sagesse et pleins d'expérience. Ça me permet d'aller sur le point d'après qui concerne les messages que vous avez beaucoup véhiculés et particulièrement sur les relations parents-enfants. Sur Simedito, par exemple, à l'époque, vous abordiez déjà ces relations-là. Et aujourd'hui, je réécoutais en préparant l'émission cette chanson et je me dis que la chanson-là est incroyablement actuelle encore. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas changé dans les relations parents-enfants? Avant, par exemple, je vais dire ça comme ça, avant, on parlait d'autorité. Aujourd'hui, on dit qu'il faut dialoguer avec les enfants. Est-ce que c'est une évolution positive? Surtout que vous avez chanté les deux. Vous avez dit aux parents d'écouter les enfants et vous dites aux enfants de respecter les parents. Et aujourd'hui, c'est ces deux écoles-là cohabitent. Vous savez, ce qui est à la base de la perte de vision, de perte d'orientation de nous les jeunes, de nous enfants, c'est le fait de ne pas être en contact, en relation avec les textes bibliques, les écritures divines. C'est parce que nous ne respectons pas, nous ne faisons plus ou bien ne faisons pas attention aux textes divins
Parce que quand les gens me disent que la Bible, c'est un ensemble de textes importés de l'Occident, ce n'est pas nos réalités, et puis l'humanité qui est basée sur la relation entre membres de famille n'a pas changé de couleur. Ouais. Qu'importe la nationalité, qu'importe le pays, qu'importe où c'est, ça n'a pas changé. Parce que un enfant, la manière d'éduquer les enfants au niveau de la Côte d'Ivoire, on va me dire, c'est différent du Bénin. Qu'est-ce qui est en fait différent? Ce qui est différent, c'est notre manière d'apporter le savoir-faire, d'apporter l'éducation. Comment est-ce que on peut rendre accessible l'éducation à tout le monde, à tous les enfants, de la même manière que les enfants de la Côte d'Ivoire? C'est ça qui diffère. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas, il y a plein d'eau à Abidjan, il y a plein d'eau mais le point final, c'est le point commun. Parce que c'est la même, c'est l'humanité. Nous constituons l'humanité commune, en réalité. Donc, revenons en arrière pour dire les relations entre parents et enfants. C'est un couloir. Pour y accéder, il faut non seulement le savoir-faire, il faut avoir de l'attention. Il faut avoir l'attention parce que ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, si on avait fait une bonne observation hier, on n'en serait pas là. Parce que hier, quand toi tu t'adresses, avant de t'adresser à ton papa, tu sais combien de fois il fallait tourner ta langue. Tu sais quel attentionnement il fallait faire pour ne pas toucher, comment l'appelle-t-on, l'ego paternel, pour ne pas toucher l'ego familial, pour ne pas frustrer. Et tu sais. Donc, mais aujourd'hui, comme on a permis à la jeune génération de s'exprimer, mais on ne lui a pas montré les codes. Il n'a pas montré les codes. Donc, il s'exprime n'importe où, comment, et n'importe où, n'importe comment, il dit n'importe les choses, il dit n'importe quoi. Donc, comment faire pour revenir à soi-même? C'est de ça qu'il s'agit. L'éducation à la maison, à l'école, en famille et un peu partout. Il faut s'accrocher à une petite chose qui est la crainte de Dieu. De Dieu, ouais. Quand tu reviens à Dieu en famille, c'est que le respect pour la hiérarchie, c'est la plus noble des choses. Le respect pour la hiérarchie, mais un membre de ta famille ou qui n'est pas membre de ta famille, qui est ton supérieur, tu lui dois respect, tu lui dois méfiance, tu lui dois un certain nombre de choses. Voilà. Donc si tu connais et si tu as un attentionnement pour tout ça, je crois que tu vas pouvoir traverser aisément la rive. C'est vraiment assez simple. Et de jour en jour, ça s'impose. C'est incontournable. Si on pense que bon, c'était pour hier, ce n'est plus à l'heure. Nos réalités d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Donc le respect pour la hiérarchie n'est pas bon, écoutez, on peut. Non, mais il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui ne bougent pas. Et c'est ça qui permet à la société de rester stable. Stable. C'est ça. Ouais.
C'est ça qui permet à la société de rester stable. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas le donneur de leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Mais je fais simplement attention à ce que j'observe. Je fais simplement attention à ce que j'observe et j'attire l'attention des uns et des autres sur mon regard. En fait, sur ce que je regarde, sur ce que je vois. Pour dire, attention, ce que je vois là, est-ce que vous voyez ça de la même manière que moi? Faites attention. Faites attention. Parce que avant, j'avais vu ça de telle manière. Mais à nos jours, ça n'a pas changé. Ça demeure toujours la même chose. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on fasse attention à ça? En tout cas, merci pour ce passage plein de sagesse qui va nous amener vers une autre partie de votre carrière, Africando. Africando, ce groupe, disons, ce grand groupe de salsero mythique, légendaire, africain, qui, dans sa, je pense, deuxième formation, a connu le passage de Jonas Pedro. Et après le départ de Jonas Pedro, vous avez été l'ambassadeur du Bénin. Bien fait. Au sein de cette formation, comment ça s'est passé? C'est un acte patriotique. C'est un acte patriotique parce que c'est moi qui ai voulu. Ok. C'est moi qui ai voulu que dans les pieds, dans les empreintes de Jonas Pedro, après son départ, que cela soit forcément un Béninois qui puisse lui emboîter les pas en m'injectant, en m'autofinançant, en me donnant pour objectif tout faire par la grâce de Dieu pour répondre à l'attente du peuple béninois qui est comme quoi cette place-là, il faut qu'on fasse tout pour qu'un Béninois succède à Jonas Pedro pendant qu'il est possible. C'est ce qui a été fait. Donc j'ai mis les moyens que j'avais. Vous avez compris quoi? S'il n'y avait pas une autodétermination, un autofinancement disponible à mon niveau, en tant que citoyen béninois, c'est pas évident. Ça n'arriverait pas. Étant donné que le pays, l'État qui est censé prendre ses responsabilités pour dire ça c'est bon pour mon pays, ça c'est pour l'honneur de mon pays, c'est l'honneur de mon pays, je dois tout faire pour que mon peuple soit ici. Si celui qui doit le faire ne l'a pas fait, et que les fils du pays qui étaient en position à même de le faire ne l'ont pas fait, qui va le faire? Donc c'est pour cela que je disais d'entrée que c'est un acte patriotique. C'est un acte patriotique. Donc, vous imaginez, pour un citoyen béninois qui ambitionne occuper une telle place pour les mérites, comme mérite de son pays, il a besoin d'avoir les moyens pour s'acheter un billet d'avion, tout au moins. Voyager. D'aller séjourner en France, ce n'est pas aller à Porto-Novo ou de rendre visite. Ça, c'est clair. Rendre visite à un cousin. C'est pas possible. Donc, et en plus de ça, comment faire pour aller découvrir le siège, le couloir même d'Africando? Qui est Africando pour le Béninois? Comment le connaître? Comment le voir? Le réseau, le siège même, comment faire pour découvrir ce couloir-là? Si quelqu'un ne te positionne pas, c'est clair que jamais. Mais si ton savoir-faire te permet,
si tu es effectivement un méritant de ce poste-là, si ce n'est pas ton autodétermination, tes moyens qui te permettent de t'affirmer, jamais. Ça ne pourrait pas se faire. Donc, c'est pour te dire, pour mieux t'éclairer, c'est, comment l'appelle-t-on? C'est l'initiative de la mairie de Cotonou. Ok. L'initiative de la mairie de Cotonou, d'alors, au temps de Liari Soglo, du maire Liari Soglo, que nous avons saisi. Parce que la mairie de Cotonou, de temps en temps, à la veille de fête de fin d'année, essaie d'offrir un spectacle de haut niveau pour la population de Cotonou. C'est la mairie de Cotonou qui a invité le groupe Africando à venir. Ok. Et vous avez saisi l'occasion. Non, mais quand même. Mais avec ce rêve-là, Pedro est parti, tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé j'ai été rencontrer les cadres de la mairie de Cotonou pour leur dire, mais écoutez, l'événement que vous avez organisé, sans associer les Béninois que nous sommes les faiseurs, qu'on veuille ou non, de la musique salsa au Bénin. Si vous ne nous donnez pas l'opportunité de saisir ces occasions-là pour nous exprimer en face du monde, quel avantage on y trouve, quel avantage on y gagne en tant qu'entrepreneur culturel, en tant qu'acteur culturel. Donc en tant que musicien, essayer de faire quelque chose, ça n'a pas été facile. On a gagné ce pari-là. Et ils nous ont accordé la faveur de nous produire sur cet événement-là. Okay. Contre évidemment 0 franc. Parce que vous n'étiez pas prévu. Vous n'étiez pas prévu. Dans leur calendrier, dans leur enveloppe. Donc, il ne faut pas surfer sur les moyens financiers pour venir. Déjà que le hockey de participer à l'événement est donné, pour nous, c'était le grand pari, c'était la plus grande chose qu'on pouvait nous offrir. Nous avons sollicité les amis que nous connaissons, qui sont faiseurs de la même chose que nous, pour dire, restons ensemble et produisons quelque chose pour impacter un peu, en fait, Et quand nous nous sommes retrouvés, évidemment, j'avais créé un ensemble de musiciens que j'organisais, que je regroupais de temps en temps. Donc, nous avons saisi l'occasion et on s'est retrouvés. Et à cette occasion, on s'est bien manifesté, bien presté. Ça les a séduits. Mais au même moment, le groupe Africando était en pénurie d'un grand chanteur maîtrisant à la fois le Yoruba, le Fongon, le Mina, ainsi de suite. À la place, vous attendez quoi? Donc c'était pour vous. Vous voyez, vous voyez comment la force du destin. La force du destin. Vous voyez le rapprochement, comment ça se crée. Donc quand moi j'ai demandé, j'ai pris le devant de l'initiative et ils ne voyaient pas, ça en moi. Et moi-même, je ne voyais pas ça en moi, en fait. Donc, c'est au cours de l'événement ce jour-là que le public a été jaloux, très attaché à la promotion de la musique béninoise et réclamait, insistait sur Pedro, le répertoire de Pedro dans Africando. Le répertoire de Pedro dans Africando. Parce que à la mort de Pedro, il y avait eu 2 Sénégalais. Il y avait 2 Sénégalais. Donc il y a un qui est resté Bassar et puis le second c'est
Bon, c'est le prénom du second qui m'échappait un tout petit peu. Donc, c'est eux qui ont remplacé Jonas Pedro. Et ils ont participé même à la réalisation d'un album à la mort d'Africando. À la mort de Pedro. Donc, quand l'occasion s'est présentée pour, comment l'appelle-t-on, le groupe Africando au cours du développement de son répertoire ici à Cotonou, il manquait du Pedro. Ouais. Il manquait du Pedro. Mais qui allait pouvoir chanter le Ati Manowera Gamansi? Ati Manowera Gamansi? Qui pouvait chanter au sein du groupe Africando? En plus, ils ne pouvaient pas venir faire de l'à peu près. Ils étaient au Bénin. Donc là. Non. Ils ne peuvent pas se permettre de venir faire de l'à peu près. Ils sont quand même au Bénin. Donc, sur place, m'ayant vu et ayant vu la qualité de la prestation que nous avons donnée, c'est le chef d'orchestre Africando qui s'est rapproché de moi. On dit, mais écoute, qu'est-ce que tu connais pas les titres de Pedro d'Africando là, tout ça là? Il dit, mais lesquels vous exécutez? Et comme moi je suis un chanteur de variété, tout terrain, il dit non. Non, si vous êtes prêts, je suis prêt. On va s'essayer. Il dit, mais écoutez les gars, il a mobilisé ces gars pour dire, mais il va nous sauver la face, il peut le faire, il va le faire. Et ainsi de suite. C'est comme ça on a attaqué Iremakoui, on a attaqué Dagamasi, Atimouan Dagamasi, et puis Azoé Blon. Et on a commencé à développer des trucs au cours de ce concert. On a fait tout ça. On était en plein spectacle, en plein concert. Quand le manager Kader ivoirien, était en train de faire le rapport de l'événement. Assis là, lui-même, le patron même d'Africando. Pour dire, nous avons rencontré ceux qui est en train de faire des merveilles avec nous ici à Cotonou parce que nous avons connu un chanteur. C'est ainsi que je n'ai même pas adressé une lettre d'entrée dans Africando. Je n'ai même pas développé, comment l'appelle-t-on, j'ai l'honneur. Je n'ai pas développé j'ai l'honneur. J'ai simplement été remercié parce que nous avons réussi à sauver la face. Le spectacle a été parfaitement bien apprécié par le public. Africando a fini son spectacle tête haute parce que elle a réussi à servir au public ce qu'il voulait. Ouais. Bon, vous avez eu un cachet finalement ou pas de Afrique? Mais à la fin, il y a eu un remerciement. À la fin, il y a eu un remerciement. Oh bon, le destin était bon avec vous. Tout ce qu'il n'y avait pas, vous l'avez eu et même au-delà. Au-delà. C'est ça. À un moment donné. Ça, c'est une très belle histoire. Donc, quand ça s'est produit comme ça, je disais, les gars, j'étais chez moi, un jour après, quand c'est Silla, même le boss, le patron d'Africando, m'a téléphoné depuis la France. J'ai vu le numéro français. Qui ça peut être? Je décroche. C'est le boss même que j'ai, comme ça, gracieusement un matin, qui me dit qu'il a eu le compte rendu de tout ça, et que vraiment, qu'il nous avait suivis, qu'on lui a fait le rapport, et puis dernièrement, qu'il m'appelle juste pour me remercier pour ma disponibilité, tout ça. Et que c'est à lui maintenant de me demander est-ce que cela ne me gênerait pas d'appartenir au groupe Africando. Parce qu'ils ont un prochain concert en Espagne qui doit se dérouler de la manière comme cela. Si je suis disponible, si je suis prêt, ça me prêt. Donc,
qui va m'envoyer la liste des documents que je dois lui affecter. Il va préparer les documents, comme ça je vais les rejoindre en France. Pour que... Donc, moi, je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu me compliquer la vie dans un premier temps en le mettant sous le coup d'un manager pour lui dire voilà les conditions dans lesquelles les choses doivent se dérouler. Sinon, ceci et là. Je dis non, mais un tel qui peut nabote zip te be quoi jonu fakanto ni kan fa do ni kan fa mi o fa te donc il va pouvoir réussir son comment on l'appelle son astrologie. C'est pas possible. Donc j'ai vite fait de lui envoyer les documents qu'il faut. C'est ainsi que je me suis retrouvé en France à nouveau. Après que moi-même j'ai effectué déjà mon voyage là-bas pour voir comment est-ce qu'il y a une possibilité d'entrer, et j'ai pris contact avec lui, avec le boss pour la première fois. Mais quand il s'est avéré que il faut sauver la face et qu'il s'est rendu compte encore que c'est la même personne qui était venue le rencontrer ici en France qui vient sauver la face au groupe à Cotonou encore. Donc, le chemin est devenu court. C'est comme ça on s'est rapprochés l'un de l'autre. C'est comme ça que je suis retrouvé en France. C'est comme ça j'ai réussi à participer au concert de l'Espagne à partir de la répétition qui a lieu à la Salle Bleue à Paris. Et finalement, on s'est retrouvé à Barcelone pour le concert. Donc, le concert de Barcelone a été... Je vais me faire ricaner, me faire comment on l'appelle-t-on? Chahuter. Je n'ai même pas chahuté. Le public radiophonique va peut-être se moquer de moi. C'est ma première fois d'entrer dans une limousine. Ok. Bon, il y a toujours une première fois. Hein. Donc, c'est ma première fois d'entrer dans une limousine parce que le déplacement de l'hôtel au concert, c'était en limousine. Et c'est même pas nous, c'est pas tout le groupe. C'est nous, les têtes de devant, les vocalistes. Donc, puisque moi, je suis allé prendre la place de Jonas Pedro, donc à la place de Jonas Pedro, j'étais dans la limousine pour aller au concert. Et c'est ainsi que, à partir de désormais, on a commencé par franchir les frontières, les pays, à ne pas finir, avec Africando. Donc, on a fait tout ce tour-là avant que notre album Viva Africando ne soit réalisé, où j'ai pu intervenir sur tel album avec 2 titres. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le groupe Africando. C'est une très belle histoire. C'est sûr que Jonas Pedro, de là où il est, lui-même, il a béni ça. C'est justement parce qu'il a béni ça que ça s'est passé comme ça. Voilà. Et quand je regarde tout ça et tout ce qu'on a dit depuis le début, vous avez eu une belle carrière quand même, une carrière très belle. Je rends grâce. Qui a bien commencé, qui s'est bien développée. Au local, vous avez le statut d'artiste, de star. Amen. Au niveau local et au niveau international. Amen. C'est tout ce qu'un artiste souhaite. Vous l'avez touché du doigt. Amen. Et ça fait, si je ne m'abuse, au moins une 30aine d'années que vous êtes dedans, sinon plus. Ça fait plus. Oui, plus. Et vous faites partie d'une génération d'artistes qui a profondément marqué le pays. Que ce soit par vos chansons, que ce soit par vos réalisations. Pourtant, beaucoup de vos contemporains se sont retirés. Certains même vivent des difficultés sanitaires ou financières. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour beaucoup d'artistes de bien vieillir dans notre contexte? Je ne sais pas si j'ai réussi ma vie. Mais la seule chose que je sais, j'ai joui d'une grâce. J'ai joui d'une grâce parce que Dieu est avant tout le début, le commencement et la fin de toutes choses.
Et si j'ai eu cette crainte en lui, et que je veille souvent à lui, je me rapproche et très souvent et régulièrement de lui pour lui demander de guider mes pas. Je crois que en toute chose que nous devons faire, dans tout domaine d'activité, nous devions faire attention à nous-mêmes et procéder de cette manière-là pour nous dire que nous ne savons rien de ce qui adviendra demain. Nous ne savons rien de ce que nous sommes, ce qu'on sera, où on finira et par comment on finira. Nous ne connaissons rien de nous-mêmes. Donc, si nous ne connaissons rien et que nous sommes convaincus que nous sommes enfants de quelqu'un qui est le patron du monde, qui a le contrôle sur tout dans le monde et qui veille sur notre vie aussi. Mon frère, je ne sais pas, je suis un peureux. Je n'ai pas la force. Je suis un peureux. C'est pourquoi je lui demande toujours grâce. Je lui demande toujours pardon. Je lui toujours demande assistance et suivi. De veiller sur moi et de veiller sur tout ce que j'ai l'intention de faire. De me montrer le chemin. À chaque fois que je me perds, c'est peut-être ça qui est ma force. Et je conseillerais mes frères, mes collègues dans le métier, de faire un pas en arrière si, entre-temps, après leur observation, eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'ont pas fait observation à cette règle-là. Ils n'ont pas fait observance à cette règle-là. De faire un pas en arrière pour davantage prêter oreille et faire attention à la présence divine de tout, en nous et partout où on est. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour dire que si j'ai des conseils particuliers à donner, pour dire que je suis le donneur de leçons qui sait comment il faut vivre. Mais si vous, aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez, si vous pouviez parler au jeune Jos Pinto qui commençait sa carrière, qu'est-ce que vous lui diriez sur l'argent, sur les femmes, sur la santé et sur le temps qui passe? On va commencer par l'argent. Tu sais, je ne connais pas ton bord. Je ne sais de quelle obédience religieuse tu es. Et je ne sais pas ton niveau de foi et de croyance. Mais je voudrais partager simplement quelque chose avec toi pour dire retiens que si tu es d'accord avec moi que Dieu est le début, le commencement et la fin de toutes choses, que tu ne peux rien faire sans lui faire allégeance. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas un monde nouveau créé, un nouveau monde à créer. Non, tu n'as pas un nouveau monde à créer. Le monde, il est monde avant que tu ne viennes dans ce monde-là. Il sera toujours monde et il demeurera monde. Tu partiras, d'autres viendront, il restera monde. Donc, pour cela, pour le peu de temps qu'il va t'accorder pour exister sur cette terre, pardon de grâce. Attention à toi-même. Que ce soit santé, que ce soit l'argent, que ce soit ceci ou cela. Ça, c'est les objets, c'est les outils du diable. Excuse-moi de parler du diable. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas non plus. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas non plus. Mais j'ai souvent entendu parler de lui. Et je sais que il a tendance à s'égaler à Dieu et te montrer qu'il est
Tu vois. Donc, moi, il reste dans sa coquille. Dans son marigot. Dans son marigot. Chacun est dans son marigot. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce que nous disons là, l'argent, la femme, santé et tout ça, si tu n'as pas cru en Dieu, tu ne peux pas fuir ni respecter ces trucs-là. Et tant que tu as une filiation avec ces trucs-là, tu es côte à côte avec, tu es en lien de familiarité avec le diable. Et tant que tu es en lien de familiarité avec le diable, qu'est-ce que toi tu as? Quelle force as-tu pour lui dire non, pour le dominer, pour dire tu ne pourras pas avoir le jugement? Tu ne peux pas, tu ne peux rien. Si il n'y a pas la présence divine de ce Dieu-là en toi-même, il n'y a pas l'Esprit Saint qui est en toi, qui guide tes pas, qui guide tes intentions, tes actions. Il y a un langage de chez nous, enfant, qui dit debout diablement à jamais. Grand frère, ça me fait poser, on arrive à la fin de l'émission là, mais ça me fait poser une question, parce que depuis le début de l'entretien, vous avez parlé de Dieu, mais vous avez également cité à plusieurs reprises le fait que vous venez d'une grande famille, qui est la famille Alapini, qui est une famille de dignitaires du culte Egungun. Donc, moi, ça, c'est vraiment une question, comme on parle de Dieu. Et c'est ça, les discussions, voilà. Où est Dieu? Parce qu'on parle de la Bible et on parle également de nos cultes. Et aujourd'hui, on revendique de plus en plus nos cultes, notre culture. On est entre deux feux. Où trouver Dieu dans ça? Faut pas qu'on s'embrouille. Il faut partir d'un fait banal, simple, qui est comme quoi, si toi et moi on peut s'entendre déjà que sur son existence, tout le reste, on peut en discuter. Ouais. Mais si le point de départ, on n'est pas en accord, ne perdons pas le temps pour discuter. Pour te dire, c'est simplement te dire que d'abord, Dieu, il existe et Dieu, il est au-dessus de tout. De tout. Si on est d'accord, si cet axiome-là est connu de toi et moi, que Dieu il existe, il est au-dessus de tout. S'il est au-dessus de tout, ça veut dire que rien ne peut se faire logiquement sans son accord. S'il n'agrée pas quelque chose, la chose ne peut pas se faire. Donc, dans ce débat-là, moi, je ne me mélange pas avec l'histoire de famille. J'ai la grâce d'appartenir ou d'être issu d'une famille qui m'a donné un titre, un nom et tout ça, tout le reste. C'est un fait. Mais cela ne n'enlève pas de ma tête mon existence grâce à Dieu. Mon existence liée forcément à Dieu. Donc, c'est pour cela que quand je suis dans le débat de mon Dieu, Dieu est au devant, Dieu est ceci, Dieu est cela, je ne mélange pas ça avec je suis enfant d'un culte, d'une famille, je ne mélange pas ça. Ça, c'est une autre réalité. Ça, c'est une autre réalité. Et dans cette réalité, mon identité me permet d'affirmer que je suis un enfant descendant de telle famille. Si les parents de cette famille-là ont pour croyance et ont pour fidélité à une religion ou ceci, c'est leur logique, leur façon de voir les choses. Je peux être bercé dans ça
Mais cela ne m'amène pas à m'éterniser dans ça. Parce que eux, c'est des êtres humains, ils peuvent se tromper. C'est des êtres humains, ils peuvent se tromper. Ils peuvent bien faire comme mal faire. Ils m'ont mis au monde, ça appartient à la famille, ça c'est un fait. Mais cela ne m'empêche pas à moi-même de réfléchir. Et de dire, parce qu'ils m'ont déjà mis au monde, c'est ce qu'ils ont fait que je dois absolument et totalement faire et tout faire à la lettre. Cela ne me rend pas... Le salut individuel. Le salut est individuel. Voilà. Ok. Donc, que Dieu nous donne la chance d'être éclairés jusqu'à ce niveau et de comprendre. Et de pouvoir faire la part des choses quand il s'agit de vouloir poser les pieds ou de mettre les pieds quelque part ou dans quelque chose. Donc, c'est à cela que je nous convie. C'est à cela que je nous attache pour que notre vie ne soit pas un mélange de tout, un mélange de ragots, de tout. Non, non, non. Quand je serai dans le cercle de défendre une identité, le langage que j'ai à tenir est différent, il est dans une certaine cohérence. Pour donner raison et pour ne pas dire que ceux qui m'ont vu naître dans ce creuset, dans ce cercle familial-là, ont eu tort. Ou le Dieu qui a bien voulu faire de moi un enfant venant de cette liée-là a commis une erreur. Non, non, non. Pour moi, Dieu ne peut pas commettre d'erreur. C'est clair. Encore une réponse pleine de sagesse. Il ne peut pas commettre d'erreur. Et nous allons terminer sur cette note, sur cette question-là. Quand dira Jospinto dans 50 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent? Ce que je souhaitais vivement que les gens retiennent. Je souhaite que les gens retiennent qu'il a existé sur cette terre un enfant issu de telle famille qui à un moment donné de sa vie a donné sa vie à Jésus parce que ayant découvert que Dieu est au-dessus de tout, ayant compris que Dieu est avant tout et tout, et que mes dernières heures soient des heures consacrées à des messages de sagesse, à des messages de vérité, messages de sagesse. Ça va m'amener à développer quelque chose avec toi. C'est pas dans un passage biblique, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Salomon, à qui Dieu a donné la possibilité de tout avoir sur cette terre, en lui demandant de quoi as-tu besoin? La richesse, le père de la richesse c'est lui, c'est le Dieu. Le père de l'honneur, de tout ce que tu veux sur cette terre-là, c'est lui. Et c'est celui-là qui te demande, le Dieu la main qui te demande, de quoi as-tu besoin d'autre? Je suis prêt à te le donner. Il dit, je n'ai envie de rien. Je ne veux que la sagesse. Je ne veux que la sagesse. Il dit, mais comment tu peux vouloir de la sagesse? Avec tout ce qu'il y a sur cette terre-là que je peux te donner, dont tu peux t'en servir, toi tu as besoin de quoi? Toi tu demandes quoi? La sagesse? Il dit, je ne veux que la sagesse. C'est pour dire quoi? Que les gens retiennent de moi. C'est un monsieur qui a passé tout son temps à communiquer avec nous des messages de sagesse, des messages d'attentionnement, des messages de solidarité, des messages de fraternité, des messages d'union, de tout, pour que l'humanité
Ils vivaient et vivent encore. Amen. C'est tout. Tout ce que la richesse terrestre a opulence exagérée, tout ça là. Je n'en suis pas comptable. Je n'en suis pas comptable. Et donc, il dit, si tu réfléchis bien, regarde comment tu es beau. Merci. Mais quand l'heure va sonner tout à l'heure, tout de suite, dans un instant, 5 minutes, nous ne le souhaitons pas. Dis-moi, de quoi as-tu besoin que tu voudrais raccrocher avec et partir avec? Avec quoi tu peux partir? Non, rien. Tu ne partiras avec rien. Rien du tout, rien du tout. Parce que tu n'es arrivé avec rien du tout. Et tu partiras avec rien du tout. Qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est pas de l'amour? Qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est pas de l'attention? Qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est pas ce dont les gens peuvent se rappeler en bien de toi? Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire en bien, que les gens vont retenir de toi. Et non tout le reste que tu as sauté. Parce que les gens ont sauté plus que toi. Alors, nous allons terminer sur cette touche. Mais quelle est l'actualité de Jos Pinto aujourd'hui? Non, mais je dis l'actualité de Jos Pinto. Est-ce que l'inspiration est toujours là? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? J'ai pris Dieu pour que l'inspiration ne meure pas. Que l'inspiration ne mourra pas. Amen. Par la grâce de Dieu. L'inspiration ne mourra pas. Et je dis, mon dernier mal que j'ai eu, c'est ça, tu vois. Parce que les gens montent, c'est en même temps l'émission que je fais avec toi, c'est en même temps une émission de témoignage. Pour te dire, pour les nombreuses grâces dont Dieu m'a fait, moi, personnellement, moi, honneur. Je ne vais pas me mettre à les citer, mais je vais simplement te dire, ma première fois de me retrouver à l'hôpital, hospitalisé sur le lit de l'hôpital, pour 3-4 mois d'hospitalisation, grâce au peuple béninois et grâce à la volonté d'abord divine, avant le peuple béninois, j'ai pu suivre et j'ai pu continuer la route. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire pour représenter le Bénin au Massa. Au Massa, le marché africain des spectacles d'Abidjan. C'est au retour que je suis revenu avec le Covid-19 et j'étais envoyé dans le confinement directement. Mais Dieu est intervenu. Les gens sont intervenus pour dire non, mais lui, il faut essayer. Donc, on a tout fait pour que je n'aille pas en confinement. J'ai pu regagner mon domicile. Quelques mois après, j'ai fait une crise d'AVC. J'ai fait une crise d'AVC. Et ma crise d'AVC est intervenue où? Tu sais? À l'église. Et ma crise d'AVC est intervenue au moment où j'officiais en tant que protocole du jour à l'église, parce que je suis d'une obédience évangélique. Donc, j'ai officié en tant que protocole du jour. Et il est arrivé le moment où je ne puisse même pas ouvrir la bouche. Il est arrivé un moment où je ne peux pas me déplacer. J'ai utilisé de toutes mes forces, croyant surmonter la difficulté imposée. C'est l'AVC que j'ai eu comme ça. Où j'ai conduit ma voiture
et ma petite famille, moi-même, pour venir à l'église. C'était impossible pour moi de me déplacer à nouveau de l'hôtel pour aller m'asseoir quelque part ou me déplacer de là pour dire, bon, je suis, ou bien prendre la route. On m'a ramassé comme un sac de maïs pour sortir de l'église. Et c'est un fidèle de l'église qui a eu la présence d'esprit d'appeler son mari à la maison, qui a une clinique non loin de l'église et qui a demandé à son mari de prendre les dispositions pour accueillir l'arrivée d'un malade de l'église qui est en situation difficile. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital. Parce qu'il avait pris les dispositions, le contrôle lui a permis de savoir que c'est d'un AVC qu'il s'agit. Parce que ma tension était déjà à 18, et puis ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai été évacué vers l'hôpital des zones, et ainsi de suite. Et j'en ai eu pour quelques mois. Donc, je suis reparti de l'église sans pouvoir avoir la possibilité de la marche. C'est chez moi à domicile que j'ai appris à marcher, que j'ai appris à faire un certain nombre de choses petit à petit. Tu vois que ce Dieu-là qui a fait ça et qui m'a permis de me retrouver chez moi au moment où j'avais le langage, mais j'avais la perte de mémoire. C'est ce Dieu-là qui m'a refait à domicile, qui m'a permis de me reprendre. J'avais une hémiplégie, où j'avais un côté bloqué, ready. Donc, les rééducations s'en sont suivies jusqu'au moment où, petit à petit, j'ai repris jusqu'à... C'est quelqu'un qui m'a fait monter les escaliers pour venir ici. Les escaliers sont bien longs encore. Et les escaliers sont bien longs. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Qui m'a permis de faire. Tu veux que je fasse quoi pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait? Pour tout ce qu'il m'a fait. Tu veux que je lui fasse quoi? Donc, je témoigne pour dire encore que le reste de ma vie est pour lui. Le reste de ma vie. Tout ce que je peux faire pour l'honorer sera ma responsabilité. Que l'émission que nous faisons puisse inspirer chacun de nous, puisse inspirer la jeune génération pour comprendre que Dieu est avant et après tout. Oui. Merci beaucoup, grand frère, pour ces mots de sagesse. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Et je sais qu'il va en inspirer. Il tombera dans les oreilles de ceux qui doivent entendre, de ceux qui peuvent entendre. Vraiment. C'est ça. Et je te souhaite vraiment une longue vie. Amen. Merci pleine beaucoup. De bonheur et merci sous beaucoup. La protection du Seigneur merci. Tout-Puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation et merci pour le partage. Merci. Merci. Cotonou Boy Show.